Bien, et ben vous avez tous les deux préparé des masterclass, j'espère que je vais être à la hauteur. Je vous Oui. présente alors, tac, je partage. Alors, oula, ça faut que je ferme, c'est le prochain sujet. Hop. Alors, je voulais vous montrer le site de Edamame. Donc, j'ai pas une presse aussi chiadée que celle de Pierre. Mais globalement, il y a 2-3 trucs à retenir. C'est un gros site qui vend des API et des recettes avec toutes les macros. Donc les protéines, les lipides, les additifs qu'il peut y avoir dedans, les étapes pour les recettes, etc. etc. Globalement, c'est une solution du coup qui est SaaS, qui fonctionne. En gros, ils vendent l'API, hein, c'est leur main business, et ils ont une sacrée autorité. Ils ont beaucoup de pages. Ça, c'est juste celles qui sont crawlées, mais ils ont 11 sitemaps de 50 000 URL. Bon, c'est super relou d'aller voir parce qu'une fois sur deux, mon navigateur il crash. Mais globalement, tout ça, il y a moult URL. Par contre, en trafic, tac, courbe orange, on est à un top all-time high de 100 de trafic organique, à peu près. Même pas. Et donc, moi j'ai vu ça, c'était une dinguerie. À quoi ça sert de générer toutes ces pages pour aussi peu de trafic? C'est quand même un effort énorme. Hein. Les pages, elles sont quali, les recettes sont propres, elles ont l'air à jour. C'est un travail qui est quand même colossal de récupération de la data, de clean de la data, de structuration, parce que je pense que même s'ils écument le web en recherche de recettes, en fait, il n'y en a aucune qui a la même forme. Tu peux peut-être faire passer un LLM pour identifie-moi les ingrédients, les étapes, le nombre de portions, etc. Mais ça te coûte une blinde. Donc, à mon avis, il y a quand même un travail énorme. Et donc, voilà, ce ratio qui est pas loin du plus naze que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. 5000 RD, 79 de trafic, c'est quand même pas dingo. Niveau élément technique, du coup, je me suis dit, mais est-ce que les pages, elles ont un truc particulier? Donc, j'utilise la petite extension Quick. Et dessus, en vrai, tout a l'air ok, quoi. Mais ça, c'est une page de quoi, ça? Ça, c'est une page de recettes. Qui ressemble à ça. Ouais, mais la title, elle est aux fraises, par contre. Ouais, elle est aux fraises, mais t'as quand même 11 fois 50, t'as 50 000 URL. Tu dois bien en avoir un petit peu qui rank. Mais oui. Moi, c'est l'URL qui m'interroge, mais je suis peut-être en train de spoil. Non, même pas. Ok, d'accord. Dis-moi, c'est des URL avec des paramètres. Ok, ouais. Et donc voilà. Quand on coupe le JS, donc voilà la tête de base des pages, quand on coupe le JS, voilà le problème. Et ça, plus loin que ça. Parce que, globalement, du coup, je me suis dit, bah vas-y. En fait, moi, à la base, je m'en fous de ce site, je voulais juste le crawl avec Screaming Frog pour aller capter une information qui était sur certaines pages. Sauf que, impossible pour moi de récupérer cette info sur ces pages spécifiques avec Screaming Frog, parce que, même en faisant le JS rendering, on n'avait aucun contenu sur la page. Même en poussant Screaming Frog au max, franchement, je l'ai tordu dans tous les sens, impossible. Donc, en gros, le principe du truc, c'est, je pense que vous deux, ça va vous parler, mais les requêtes XHR, en gros, le système est fait où tu charges le JS, et ensuite le JS fait des calls à l'extérieur et rebâtit la page. Mais ça, visiblement, Screaming Frog le voit pas, et a priori, Google non plus, parce que du coup, même en renderant le JS, je sais pas si c'est un verbe très légal, la page s'affiche pas. Ok. Du coup, ma mini conclusion, c'était que Google peut exécuter le JS, le fait pas toujours, et surtout, probablement pas en intégralité, et sur tout le site. En gros, il va faire des petits bouts, voir s'il y a des choses qui changent, à mon avis. Et vu que là... Et t'avais checké le temps de réponse aussi sur le call JS? Enfin, ça, c'est un truc que t'avais checké ou le call... C'est ultra variable. C'est assez rapide. Quand tu vas sur les pages, elle augmente assez vite. Mais il y en avait par contre qui... Enfin, tu vois, il n'y avait rien de dramatique. En gros, j'ai regardé les Google Page Speed Insights, et c'était quasiment tout dans le vert. Donc, c'était pas déconnant. Et voilà, et du coup je me suis dit que j'avais juste... Donc moi c'est vachement complet poussé. Simplement c'était du coup un avertissement sur cette faille là, que eux, à mon avis, c'est vraiment un switch à faire au niveau de la structure du site. Et en termes d'acquisition, ils sont assis sur une mine d'or de centaines de milliers de pages, non pas centaines de milliers, dizaines de milliers de pages qui pourraient exploiter pour aller vendre leur logiciel, parce que c'est quand même directement lié à leur thématique. Et pour vous aider, du coup, il y a server-side rendering. Donc je pense qu'à vous deux, je vous apprends pas grand-chose. C'est aussi pour ceux qui nous écoutent. Donc globalement, on génère le HTML et on l'envoie au navigateur. Static Site Generation. Alors ça, par contre, je sais pas si un de vous deux a déjà mis en place dans le passé. Quick, c'est le site de Quick, c'est du SSG. Ok.
C'est en gros, alors pour te dire comment fonctionne le site de Quick, moi quand je dev le site de Quick, j'ai différents services, différentes API. Par exemple, j'ai un lexique, tu vois. Mon lexique, il provient d'un dossier où j'ai plein de markdown. J'ai les outils qui vont appeler des API. Je vais avoir un service qui traite mes photos. En gros, au moment où il y a une photo, il y a des calls API qui sont faits. Et au moment où moi je demande une génération de mon site, t'as tous les services qui vont passer l'un après l'autre. T'en as un qui récupère les markdown et qu'en fait une page HTML. En gros, il va créer le dossier, créer la page. Et t'en as un autre qui va repasser sur toutes les images et passer toutes les images en WebP. T'en as un qui va faire les SRC7. Et derrière, ça te génère un site HTML statique avec chaque page en index.html. Et derrière, tu peux isoler les sections, ou quand tu builds le site, tu dois tout rebuilder. Tu peux totalement. Tu peux totalement. Après, de manière générale, le but d'un SSG, en fait, le SSG, tu le fais, tu peux le faire sur des très gros sites, mais c'est pas le plus performant. Je connais un très très gros site avec 500 000 URL qui fait du SSG. Globalement, un build, ça prend à peu près 1 heure. Ok, ouais, quand même. Donc en fait le problème c'est qu'en gros eux je pense qu'ils ont pas optimisé leurs requêtes pour vraiment sans rentrer trop dans le détail. En gros ils ont pas pré-traité la data, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils génèrent une page t'as un call à la base de données. Donc 500 000 URL qui à chaque fois pour récupérer leur propre data font un appel à la base de données. C'est pas le plus opti. Mais l'avantage par contre du SSG c'est que l'appel à la base de données il est fait au moment du build, mais il sera plus jamais fait en prod et c'est instant. Moi je trouve que c'est incroyable. Quand c'est possible de mettre du SSG, je trouve que c'est incroyable. Ouais, parce que t'as quand même des contraintes, doublement. J'imagine que techniquement tu vas passer d'un WordPress à un SSG. Ça se fait. Justement, c'est pas une contrainte ça. Tu peux plugger un WordPress à ton SSG sur mon site perso. Parce que là, je te parlais de Quick, mais sur mon site perso Quick, mon site perso Kevin Le Sieutre, la page d'accueil, tout en bas, il y a des contenus. Ils sont récupérés depuis un WordPress. Ok. Au moment du build, je fais un call, c'est un vieux back WordPress qui traîne avec un vieux nom de domaine de merde, et je fais un call, je récupère ces contenus-là, et par contre j'ai une partie guide et une partie, non c'est juste une partie guide. Mes guides, eux, ils sont en local en Markdown, mais les contenus, mais c'est ça qui est trop bien, c'est que tu peux vraiment avoir des pipes de partout. Ça fait un peu penser à une sorte de Looker Studio où tu vas faire plein de connecteurs où tu vas aller chercher tes datas de partout, et t'as une sorte de pipe dans lequel ça passe, ça récupère toutes les données, ça construit les pages avec les données dont ça a besoin. Genre là, dans le cas de ton client, du SSG, pour moi, c'est comme ça que je réglerais le problème. Je ferais du SSG, ouais. Okay. Alors là, c'est pas mon client, mais ok. Ouais, moi j'avais eu le souci aussi sur un site full CSR d'une grande marque en l'occurrence. Et ce qu'on avait fait en fait, c'est qu'on avait mis en place du SSR, mais uniquement pour le Googlebot. Parce que le problème de mettre du SSR pour tout le monde, c'est que la charge sur le serveur, elle est dingue. Mais si tu mets du SSR que pour le Googlebot, mais que tu laisses les autres utilisateurs en CSR, bah eux ils bénéficient d'une expérience qui est super fluide. Et Google, lui, il a pas à galérer à faire le rendu lui-même. Ok, ouais, bah ça après c'est des gros setups du coup. Ouais. C'est des gros setups quand même. Et tu peux aussi avoir du mixte où tu as certaines pages qui sont en SSG et d'autres qui sont en SSR. Ouais. Next nativement permet de le faire. Au sein d'une page même, mettre certains blocs en SSR et d'autres les laisser en CSR. C'est ça en CSR ou même en statique quoi. Mais du coup ouais. Et du coup ouais, il te restait l'ISR. D'ailleurs pourquoi t'as mis mais attends, par contre, sur le SSG, par contre, c'est des grosses contraintes. Je pense pas que ça soit jouable sur des e-commerce, parce que typiquement, tu vois, tous les pas sur du e-commerce. Updates. Non, en fait, en gros, ce que tu fais dans ce cas de figure-là, moi j'ai le cas. Ce que tu fais, c'est que si jamais tu veux intégrer du SSG pour avoir des perfs, en gros, tu veux que tes pages e-commerce soient fluides, flexibles et qu'elles puissent faire des appels à la base de données en temps réel, et que t'as envie quand même de bénéficier un peu du SSG. Ton SSG, tu vas le faire éventuellement peut-être sur des pages catégories, mais je conseille pas. Tu vas le faire surtout sur ton blog, genre sur tout ton dossier blog, tu peux faire un SSG. Moi, ça m'arrive chez des clients d'aller plugger un Astro juste sur le /blog. Okay. Tu peux faire ça et c'est jouable. Et là, c'est un exemple. Ok. D'habitude, moi ça je l'appelle ISR, Incremental Server Rendering, mais j'ai jamais vu Incremental Server Generation. C'est peut-être la nouvelle méta pour l'appeler. Il y a peut-être les deux, ouais. Moi, je suis tombé que sur celui-là, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment la même chose en mode un mixte? Bah, ça a l'air d'être la même chose, hein. Les pages statiques, ouais, c'est ça. En fait, c'est soit les pages sont générées à intervalles réguliers, ou alors ce que tu fais, t'as deux méta là-dessus, c'est soit les pages sont générées à intervalles réguliers, soit les pages sont générées on demand, et dès qu'elles ont été demandées, elles sont. C'est comme si c'est du cache côté serveur, tu vois. Donc par contre, si c'est Google le premier qui arrive sur la page, là tu bénéficies pas du tout. C'est ça, mais après tu peux forcer le truc. En gros, tu peux faire une sorte de demi-cache où tu forces une première génération et après X temps, je sais pas, après quelques heures ou autre, si la page a pas été générée depuis longtemps, elle est régénérée. Mais t'as plein de manières de gérer ça. C'est un peu touchy, mais je pense qu'en effet, si c'est pas par exemple sur un e-commerce qui a besoin de gérer des stocks où c'est critique la fraîcheur, je sais pas si c'est la meilleure strat. Mais après, tu peux avoir toute la page qui est générée, mais juste un tout petit module sur la page, et ce module-là, il fait un call API. Genre le module en stock, t'as toute ta page où le contenu est statique, et ça, moi j'en ai sur certains trucs. Au final, Quick, c'est du statique, et t'as certaines pages où t'as quand même un call API pour render un truc, quoi.
Et en termes d'ordre de grandeur de perf, toi, t'as des insights un peu sur les différents trucs? Ah, SSG, c'est incroyable. Bah, c'est comme ça que j'ai fait la page, tu sais, outils SEO gratuits, tu sais, genre tu sais, je vous avais déjà montré les différents tabs. Quand tu changes de catégorie d'outils, c'est instant. T'as l'impression de juste appliquer un filtre. Bah, c'est parce que c'est du SSG, quoi. En gros, quand tu fais, enfin moi, après, tous les SSG ne se valent pas. Moi, j'utilise Astro. L'avantage, c'est que Astro, out of the box, il te fait plein de trucs de ouf. Il te fait du critical CSS. Donc, du coup, il te génère le CSS de juste la page, tout ce qui est nécessaire à la page, et il te le met dans le header. Ça, c'est incroyable. Enfin, il va te faire ce t'as un système d'island où, en gros, le JavaScript n'est pas téléchargé tant qu'il n'est pas nécessaire. Donc en gros, si t'as pas besoin, si ton JavaScript pour ton pop-up, il va être téléchargé au moment où t'en as besoin. Et on peut se dire ouais, les perfs et tout, l'INP, non, c'est vraiment très bien géré. C'est vraiment très très bien géré à ce niveau-là. La plupart du temps, c'est tu vas l'avoir quand tu survoles le bouton en mode ah, on aura peut-être besoin du JavaScript du bouton, on le télécharge déjà et le temps que l'utilisateur a cliqué, le JavaScript il est déjà là. Okay. Donc c'est vrai, niveau bonne pratique, c'est top tier. C'est ce principe-là, d'ailleurs, que tu m'avais montré au survol de bouton, tu précharges la page qu'il y a derrière. Ouais. J'ai commencé à l'implémenter un peu et mine de rien, c'est pas mal. Il y a un peu de charge sur les serveurs quand ça se fait. Automatique. Oui, bah quand quelqu'un passe son truc partout, tu vois. Mais c'est mieux ça que de tout précharger. Ouais. Et ton expérience utilisateur derrière, je trouve que c'est juste mieux. Genre vraiment, au moins si tu vas, on va dire, dans 2 cas sur 3, tu vas peut-être le charger pour rien. Par contre, dans le cas sur 3 où tu l'as chargé pour rien, ça va vite, c'est cool, c'est responsive et en termes du UX et en termes de charge mentale, d'attente et tout, c'est cool. Moi, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne pratique. Ouais, et puis en ROI, si tu le setup pas trop mal, je pense que tu t'y retrouves en termes de rap. C'est ça, oui, c'est ça. Au pire, si ça fait de la charge serveur, bah, c'est un peu un problème de riche, c'est-à-dire que t'as plein de users et que peut-être que ça mériterait de. Je voulais juste revenir du coup sur mon sujet de la semaine. Je pense que vous savez. Sur la partie rendue, il y a une 4e option dont on n'a pas parlé, c'est le pré-rendering aussi. Bah, le pré-rendering, c'est le SSG. Ah, c'est. Bah, je sais pas, en fait, en l'occurrence, c'est quand tu fais appel à une solution tierce comme prerender.io qui, elle, va venir crawler ton site, faire une copie des pages, les garder en cache sur son serveur à elle, et ensuite, quand Googlebot se pointe, il est redirigé vers la version pré-renderée. Je sais pas si ça se dit, mais la version pré-rendering, si c'est Googlebot, et si c'est un internaute, et lui, par contre, il a accès à la version CSR. C'est pas mal si t'arrives un peu tard dans le projet et qu'il n'y a pas de. Tu sais que ça c'est un peu le tips des consultants SEO tech qui se partagent un petit peu entre eux, qui est pas trop grand public on va dire, mais le truc ultra, tu veux améliorer les perfs de ton client, genre demain tu veux les améliorer, Cloudflare. Ah oui. Vraiment, Cloudflare, génération de pages, genre c'est demain les performances elles sont améliorées et justement ce type là de setup, c'est le truc que tu fais à l'instant T. Après si c'est un site qui a beaucoup de trafic et tout, etc. Je connais pas exactement les pricing Cloudflare, moi je l'ai assez peu mis en place pour être honnête. La plupart du temps quand ça a été mis en place, c'est les équipes tech, hein, ça a été fait de leur côté. Moi j'ai pas été trop exposé là-dessus et moi j'en ai pas eu besoin sur mes propres services, mais pour avoir parlé pas mal à des SEO tech internationaux, tout le monde se met d'accord sur le fait que tu peux valider les Core Web Vitals du jour au lendemain juste avec Cloudflare, avec de la génération de pages statiques gardées en cache côté Cloudflare. Est-ce que je savais pas que Cloudflare savait faire du pré-rendering? C'est pas si tu disais pas de NitroPack et de tout un peu les plugins comme ça de cache. Je connais pas assez NitroPack, mais si ça fait la même chose, ouais. Et il me semble, j'ai pas creusé non plus, mais ça ressemble un peu au fonctionnement. Parce qu'au final, c'est la même sur WordPress. Parfois, au final, sur WordPress, quand ils pensent, le WordPress c'est du SSR. Mais en gros, en fait, sur WordPress, les pages n'existent pas physiquement. Quand un utilisateur demande une page, toutes les fonctions qui doivent être appelées pour render sur cette page sont appelées. Ce qui fait que, si t'as 15 plugins qui vont chercher 10 infos dans 12 bases de données, ça finit par être lent. Donc, ça peut être intéressant, même sur WordPress, d'avoir du pré-rendering avec du refresh sur des pages, etc., quoi.